Merci François, merci pour ce bel accueil. C'est vrai que je sens que nous allons être une communauté bienveillante parce que je vais être sincère avec vous. C'est la première fois que je me trouve devant une aussi grande assemblée. Alors, j'ai un peu la pétoche. Je le partage avec vous. Voilà, je voulais vraiment de tout mon cœur remercier François, Pascal qui m'ont reçu, tous les membres de la Source d'Espérance qui font un travail remarquable pour amener leur contribution à ouvrir nos consciences. Merci. Merci aussi pour cette salle. Hein. Alors, je vais partager un certain temps. Je vous demande de garder vos questions pour le moment où nous partagerons ensemble. Et je vous rappelle que le thème de ce partage, c'est les rêves. Quand je parle souvent des rêves, on me dit, moi, je ne fais pas de rêves, je ne fais que des cauchemars. Première précision, rêve et cauchemar, c'est exactement la même chose. Alors, je suis Anne-Marie Violand. Je vous emmène avec moi, nous allons faire un petit retour en arrière. Nous sommes en 2010. Excusez-moi, j'ai des chaussures qui sont bruyantes et je les ai retirées. Voilà. Donc, nous sommes en 2010. À l'époque, j'ai 56 ans. Je travaille à Genève. J'ai un excellent salaire, des bonnes conditions de travail. Mais en fait, je m'ennuie profondément. Je commence à connaître l'épuisement professionnel. J'ai pourtant terminé une formation pour diriger l'institution dans laquelle je travaille. Mes collègues que j'aime beaucoup m'encouragent. Et pourtant, dedans, ça freine des cas de fer. Je n'arrive pas à prendre de décision. Je suis complètement perdue dans le chaos. Et bien qu'à l'époque, je reçoive déjà de nombreux rêves, je ne sais pas à l'époque que les rêves sont ici déjà pour me guider. Je veux juste dormir la nuit. Alors, tous ces rêves sont mis de côté et pourtant, si je pense qu'à l'époque, j'avais su combien les enseignements de mes rêves étaient précieux, eh bien, peut-être que ces enseignements m'auraient évité de vivre un burn-out. Bref, burn-out fécond, je décide enfin de répondre à l'appel profond de mon être. En fait, j'ai 3 moteurs dans ma vie. Enfin, j'en ai bien d'autres, mais 3 très importants. Le premier qui est vraiment mon amour de l'écoute, mais pas le blablabla, pas la parlotte, hein, celle qu'on entend et qui nous habite régulièrement, mais vraiment cette écoute profonde et sensible, cette écoute authentique qui cherche parfois ou qui peine à se dire « j'aime l'écoute ». Un deuxième domaine aussi qui m'a toujours passionnée, qui est le domaine de la croissance de l'être humain, de ses potentiels de développement, du phénomène de résilience. Je me suis toujours, au fond, interrogée pour savoir qu'est-ce qui fait qu'une personne qui traverse des situations extrêmement difficiles en fait un point d'appui pour rebondir, et qu'est-ce qui fait que d'autres tournent en boucle toujours sur les mêmes difficultés. J'ai fait très longtemps partie de cette deuxième catégorie. Et puis, le troisième moteur, c'était une question vraiment obsédante depuis mon adolescence, qui est la question du sens de la vie. Est-ce que la vie a un sens ? Est-ce que ma vie a un sens? Et si oui, quel serait-il? Alors, je décide de répondre à cet appel. Je commence une première étape de formation pour devenir praticienne en relation d'aide thérapeutique. Et après, au moment de choisir ma forme, donc qu'est-ce que c'est que la forme? Est-ce que je veux travailler en face à face? Est-ce que je veux travailler à partir du corps ou d'une autre manière? Au moment où je découvre la puissance de l'interpellation, de l'interprétation d'un rêve, je me dis,
que j'ai envie d'en savoir davantage. Et je pousse la porte de l'école du rêve et des profondeurs, et dès les premières journées, je serai emportée de l'intérieur. Et je me dis, c'est comme ça que je veux devenir une accompagnante à partir de l'interprétation des rêves et des cauchemars. Alors, pourquoi ma présence ici? Je vais prendre ma feuille pour ne pas oublier mes points. Attention. La première, en fait, pour partager avec vous et vous faire partager l'approche pour laquelle je me suis formée, est une approche absolument magnifique. Premier point, on entend dans le langage courant, j'ai fait un rêve, j'ai fait un rêve, j'ai fait un rêve. Non, on ne fait pas un rêve, on le reçoit. Un rêve est une grâce, un rêve est un cadeau. Et je vous dirai plus loin qui nous envoie les rêves. Pour, je ne sais pas si je vais réussir, mais en tout cas mettre tout mon cœur pour faire en sorte que celles et ceux qui se sentiraient interpellés par leurs rêves ou leurs cauchemars puissent les aimer et vraiment les considérer comme leur guide d'évolution personnelle. Très important. C'est Jung, puisque ma formation est jungienne, qui nous dit que si nous recevons un rêve que nous n'interprétons pas, c'est comme si on recevait une lettre qu'on n'ouvrait pas. Ça veut dire en fait quelqu'un nous envoie un cadeau précieux et nous on dit, un petit peu comme moi à l'époque où j'étais si mal, en fait ça ne m'intéresse pas, je n'ai pas du tout envie de savoir ce que ça veut dire. À condition justement qu'il soit correctement interprété. Alors, qu'est-ce qui m'a mis en mouvement pour commencer à témoigner? C'est que je suis venue à plusieurs conférences ici à la Source d'Espérance. Et en fait, un jour, j'ai entendu un médium qui a expliqué simplement que le symbole du cheval correspondait à la mort. Mon sang n'a fait qu'un tour. Et je me suis dit, ça n'est pas possible de laisser dire des choses pareilles. Je me suis dit, en fait, intérieurement, comment peut-il annoncer la signification du rêve quand bien même il n'a pas questionné le rêveur ou la rêveuse sur le sens qu'aurait mis cette personne sur le cheval? En fait, c'est très simple. Dans notre jargon, on parle de symbole. Qu'est-ce que c'est qu'un symbole? C'est une image. Dans un rêve, vous avez un chien, un chat, mon beau-père, la maison de mes grands-parents, peu importe. Si je vous prends l'exemple d'un chien et que, Pascal, je te questionne pour savoir ce qu'évoquent les chiens pour toi, tu vas peut-être me dire, comme beaucoup de personnes, moi je suis une mère à chien-chien, j'adore les chiens, ce sont mes compagnons de vie, je ne peux pas m'en passer. Donc, quand je vous dis ça, vous voyez que déjà, je suis en totale ouverture. Mais si je questionne ma sœur, qui a la trouille des chiens, elle va me dire, je ne veux pas du tout que tu me parles de chiens, je ne veux plus en entendre parler, je me suis fait mordre. Donc là, vous voyez bien que tout de suite, la posture est une posture de peur et de fermeture. Tout ça pour vous faire comprendre que pour une même image, nous allons partir dans l'interprétation du rêve dans des directions complètement différentes. Est-ce que c'est clair? Bien. Parfait. C'est fini. Alors. Et puis, comme ici, je me suis rendu compte qu'on parlait énormément des rêves et des cauchemars, j'avais aussi, en filigrane d'un tout petit apport théorique, envie d'amener ma contribution, on va dire, à lever une culpabilité. Au fond, lorsque j'écoute certaines mamans questionner les médiums
et leur demander, pour 2 cas précis où leurs enfants s'étaient suicidés, de questionner le médium pour savoir si leur fils, enfin, avait trouvé le repos de son âme. Eh bien, souvent, je me suis dit, et j'étais vraiment intéressée par la question, j'avais envie de dire, et vous, madame, comment vous sentez-vous? En fait, la question des mamans était toujours tournée vers l'enfant. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment les proches, la famille, ceux qui ont vécu une tragédie pareille, peuvent effectivement, possiblement, guérir d'une culpabilité. J'entends par culpabilité, je l'entends trop. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? S'il avait eu un père différent, si je m'étais comportée comme ci ou si je m'étais comportée comme ça, peut-être qu'il ne se serait pas suicidé. Donc, par un apport théorique, justement, d'élargir le point de vue, c'est Jung qui nous parle des archétypes, c'est-à-dire pour envisager que nous n'arrivons pas vierges au monde. Il y en a beaucoup qui pensent effectivement que lorsque j'arrive au monde, je suis vierge comme une belle bougie blanche, et puis que c'est mon papa qui me formate, ma maman qui me formate, et puis effectivement, les parents sont responsables de tout. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé, mon propos s'appuie concrètement sur, même si je n'ai pas d'élan vers Freud, c'est quand même lui qui découvre l'inconscient. Mon élan va vers Jung, mais aussi Françoise Dolto qui a fait des découvertes remarquables et qui a travaillé essentiellement auprès des nourrissons, des enfants, des adolescents, Anne Ancelin. En fait, que nous le voulions ou non, nous sommes dans notre conscient vit l'inconscient. L'inconscient personnel, l'inconscient familial, l'inconscient générationnel, et on élargit encore en parlant de l'inconscient collectif. Mais en fait, souvent, nous sommes affectés par des comportements qui ne relèvent pas de notre propre histoire. Souvent, on prend l'image de l'iceberg, c'est une image que vous connaissez, pour juste matérialiser juste la pointe qui est la partie consciente, mais que toute la masse qui est immergée contient des histoires. Et plutôt qu'un grand discours théorique, je vais vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire de Colline. Colline, je la découvre à Ça commence aujourd'hui, avec Faustine Bollert. Je me suis dit, je vais prendre cette histoire parce qu'en fait, elle va tout résumer. En fait, Colline est une enfant du Guatemala. Elle est adoptée à l'âge de 1 an par une famille belge. Elle dit qu'elle reçoit énormément d'amour, que ses parents ne lui ont rien caché, donc elle connaît parfaitement son histoire. Et à l'adolescence arrivent les premières questions, c'est-à-dire j'aimerais bien savoir, j'aimerais bien rencontrer ma famille, j'aimerais bien savoir dans quelle région du Guatemala je suis née, mais en fait, elle ne se sent pas capable d'aller au bout, elle referme son dossier. Elle construit sa vie, vie de femme, vie de mère, premier enfant. Elle s'étonne de ses comportements à la maternité parce que elle ne veut pas se séparer de son enfant. Elle ne veut même pas le confier à sa mère. Elle s'étonne. Deuxième enfant, troisième enfant, son comportement s'amplifie. En fait, elle se fait livrer des bouteilles d'eau et elle se dit que si toutefois on venait à la maternité lui voler son enfant, elle pourrait se défendre. C'est quand même curieux, hein? Donc je vous fais très court. Vous pourrez regarder le replay de l'émission si vous voulez. En fait, elle a découvert dans tout son périple que plutôt que d'être une enfant abandonnée officiellement avec un acte d'abandon, c'était une enfant qui avait été volée. En fait, elle a découvert le trafic d'enfants. Et ce qui est très intéressant, puisque l'inconscient connaît l'histoire et qui cherche toujours
à nous parler. Je ne vais pas le déformer. Colline, à l'adolescence et pendant toute son enfance, elle a reçu le même cauchemar. Je vous le lis. Je me trouve dans une barque, sur une étendue d'eau. Je suis seule dans la barque. Une ombre passe dessous. Je suis projetée en l'air et je sens une main qui lâche la mienne. En fait, là, on n'a même pas besoin de l'interpréter, puisque le cauchemar, à lui tout seul, parle finalement de son histoire qu'elle ne connaissait pas. Vous êtes d'accord? Alors maintenant, comment dire, il y a plusieurs manières de travailler les rêves. L'être humain s'est intéressé aux rêves depuis la nuit des temps. Moi, vraiment, celle qui m'intéresse, celle qui me passionne, celle que j'ai expérimentée, en tout cas, sur ma propre expérience de vie, et je vais prendre le temps pour le dire parce que c'est très important, c'est la découverte majeure de Jung. Jung a vécu une grande crise. Le fruit de sa crise, c'est qu'il a découvert que dans chaque être humain vit un centre spirituel, donc un centre spirituel, qui cherche la rencontre avec nous. Et en fait, pourquoi la cherche-t-il, la rencontre? Eh bien, d'abord pour nous aimer profondément, pour nous guider et nous pousser dans le sens de notre accomplissement. Et entre autres voies d'accès pour découvrir le soi, donc il y a les synchronicités, mais le thème qui m'intéresse moi aujourd'hui, ce sont les rêves et les cauchemars, sont une voie d'accès possible du soi qui désire nous parler. Donc le soi, c'est le divin dans l'être humain, dans chaque être humain. Le soi, c'est... Au début, on parlait de la transcendance, et moi, je n'étais pas du tout familière de ce mot-là. Mais c'est l'ouverture à des réalités qui nous dépassent, qui sont infiniment plus grandes que notre petit moi. Le soi aussi, c'est le lieu de notre identité profonde. Jung nous dit que dans la première partie de notre vie, nous ne sommes pas encore véritablement nés à nous-mêmes et que dans le soi est contenu notre vrai projet divin. C'était important que je le dise avec respect et avec proclamation aussi. Alors j'arrête ma partie théorique et je me suis dit, plutôt que de continuer avec une théorie, prenons un horrible cauchemar pour justement vous permettre de vous rendre compte que derrière un horrible cauchemar se cache un très bel enseignement. Je vous donne quelques mots de la rêveuse. La rêveuse, en fait, quand elle vient en consultation, elle a 56 ans. Elle est divorcée, mère de 2 enfants. En fait, quand elle vient consulter, elle explique en fait qu'elle est habitée par une mélancolie depuis très longtemps, depuis son adolescence, que cette mélancolie, au fond, est restée tapie tout le temps où elle est devenue mère de famille, parce qu'elle a aimé s'occuper en tout cas de ses enfants, mais que ses enfants étant devenus autonomes, cette mélancolie a repris le dessus. Donc, elle a fait beaucoup d'investigations en thérapie pour essayer de comprendre ce qui pouvait expliquer ce mal-être.
Mais en fait, elle creusait son histoire, certes, pour autant qu'elle s'en approche avec vérité, mais en fait, ça tournait toujours en boucle, et en fait, cet état était toujours le même. Elle se définit en tant que femme comme une dépendante affective. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'une dépendante affective. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est une personne qui est complètement tournée vers l'extérieur, c'est-à-dire qui répond à tous les désirs, à tous les besoins des autres, qui nourrit son besoin d'être reconnu d'une manière qui n'est pas juste, mais c'est son mode de fonctionnement. Elle ne sait pas dire non, elle ne sait pas poser de limites, et puis surtout, dans ses rapports avec les hommes, elle n'arrive jamais véritablement à dire ni à s'affirmer. Et voici le cauchemar. Je dois fuir ma maison familiale. C'est la maison où j'ai grandi. Je n'ai rien préparé et mes valises ne sont pas prêtes. Je dois partir. Je monte dans ma chambre pour aller chercher quelques vêtements et je découvre qu'Hitler dort dans mon lit. Au bout de quelques secondes, sans sortir de son sommeil, il commence à hurler. Il fait le signe qu'on lui connaît, comme s'il voulait fouetter quelqu'un, lui faire du mal. Je ne bouge pas et constate qu'il se rendort. Il se met sur le côté et suce son pouce. Alors je pense à la lecture du livre d'Alice Miller concernant Hitler et devine le petit garçon meurtri. Je prends rapidement un vêtement et descends rejoindre les autres qui m'attendent. Je dois partir vite, car nous avons peur qu'il se réveille. Nous partons et je constate que je pars sans rien. Pas de trousse de toilette, pas de vêtements, rien du tout. Alors c'est sûr que si on laisse ce cauchemar en l'état, on a juste envie de le laisser de côté et pas du tout de le regarder. Il faut déjà être courageux pour se coltiner Hitler. Alors, je ne vais pas vous faire le compte-rendu de la séance, mais je vais la faire très courte, synthétique, simplement pour vous donner l'envie et de comprendre comment on travaille les rêves. Donc, en fait, dans le rêve, je l'ai questionnée pour savoir quel âge elle avait. Donc, elle avait l'âge qu'elle a quand elle vient en consultation. Qu'est-ce qu'évoque pour elle fuir? Fuir, pour elle, ça veut dire prendre les jambes à son cou et se sauver, partir en courant sans réfléchir pour sauver sa peau. Alors, je ne vais pas vous donner le fruit de sa réponse personnelle, parce que là, qu'est-ce que fait l'interprète? L'interprète va lui demander concrètement qu'est-ce qu'elle doit fuir dans sa vie? Qu'est-ce qu'elle doit changer comme attitude pour sauver sa peau? Donc, on continue la suite du questionnement des images. Apparaît ensuite la maison familiale. Et l'interprète va demander qu'est-ce qu'évoque la maison familiale pour vous? On va descendre. Alors pour elle, c'est la maison de l'autorité et de l'obéissance au patriarche. C'est le père qui décide, les enfants sont des enfants soumis et obéissants, on ne conteste jamais ce que dit le patriarche. Et puis au niveau de la maison familiale, quand on questionne aussi au niveau du rôle de la femme et de sa maman, la réponse est ma mère a été une femme soumise et moi je ne l'ai jamais vue exister en tant que femme. Je l'ai vue en tant que mère de famille, en tant que femme très silencieuse. Également pour elle, c'est important parce que vous le verrez dans l'interprétation plus tard, l'adolescence castrée. Qu'est-ce que ça veut dire l'adolescence castrée? C'est-à-dire c'est un père qui interdit à l'adolescente de commencer à voler de ses propres ailes.
hein. Et comme l'autorité du patriarche est forte, eh bien, on obéit et on ne vit pas son adolescence. Monter dans sa chambre, qu'est-ce qu'évoque la chambre? La chambre, effectivement, évoque pour elle la partie la plus intime de sa vie. C'est-à-dire, la chambre évoque le précieux de l'intimité personnelle, mais peut aussi évoquer le précieux du couple possible, le lieu du ressourcement et le lieu, effectivement, où, comment dire, peut se vivre aussi une relation sexuelle. Et quand arrive le questionnement du symbole Hitler, ben je présume qu'on serait tous d'accord avec l'interprétation que c'est le plus grand meurtrier de l'humanité. Donc c'est une figure masculine extrêmement forte que le soi lui envoie pour justement lui faire prendre la mesure du massacre de sa propre humanité. Son attachement, alors en fait, je vous fais très court, c'est-à-dire elle monte dans sa chambre, elle voit qu'Hitler dort dans son lit, donc bien évidemment elle est saisie. Et puis en fait, comme c'est une personne qui a toujours, comment dire, accepté, j'ai envie de dire une forme de maltraitance, c'est-à-dire au fond qui excusait toujours des attitudes en disant il a souffert dans sa vie, alors il se comporte comme si, ou alors, est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire de ne pas savoir de mettre de limites et de toujours dire mais en fait s'il est comme si c'est parce qu'il a eu une enfance malheureuse. On voit bien que dans le rêve, la rêveuse, elle est tentée, en tout cas, d'avoir de la complaisance avec le massacre. Vous allez voir derrière, hein, je fais par étapes. Est-ce que tout le monde me suit au niveau de mon explication? Oui? Vous notez bien vos questions et j'y répondrai volontiers à la fin. Et si je reprends mon cauchemar, la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, elle fuit. En fait, devant la mort, il faut fuir. Alors la mort n'est pas la véritable mort qui est le passage. Il y a 1000 manières d'être morte. On peut être une personne totalement gentille, mais être complètement morte de l'intérieur parce qu'on a tué tous nos désirs. Donc j'en viens, donc je vous ai fait très court, à l'interprétation réelle du rêve. Donc le soi, le maître intérieur de cette personne, est en train justement de lui montrer, je reprends mon cauchemar, le début, comment je dois fuir ma maison familiale. En fait, dans l'enseignement de ce rêve, le rêve lui demande de fuir la maison symbolique dans laquelle elle est née, qui est la maison de la maltraitance. Fuir, ça veut dire commencer à se poser des questions vis-à-vis de soi-même pour commencer à mettre du respect dans sa vie et commencer à s'offrir de l'amour. Est-ce que je me fais comprendre? Fuir la maison familiale, ça veut dire fuir la maison de la maltraitance. Donc, comment se manifeste la maltraitance dans ma vie? Est-ce que je vis de la maltraitance dans mon couple? Est-ce que je vis de la maltraitance au plan professionnel? Mais c'est de commencer à ouvrir un questionnement personnel. Où est-ce que moi j'en suis avec le respect que j'ai de moi-même? Où est-ce que j'en suis? Et puis, force du cauchemar, parce que parfois,
On a tendance à complètement sous-estimer la violence qui a été faite. Et pour cette rêveuse, pour qu'elle puisse se sentir interpellée, le soi n'y a pas été avec le dos de la cuillère. C'est pas un petit masculin juste en kikinant. Pour lui montrer, on va dire, la mesure avec laquelle elle se laisse détruire et elle se détruit elle-même, le soi lui envoie quand même le symbole d'Hitler. Donc un rêve, il peut s'interpréter de deux manières. Il peut s'interpréter au plan de l'objet et au plan du sujet. Qu'est-ce que ça veut dire? Au plan de l'objet, si je prends cet exemple, ça veut dire que c'est un questionnement extrêmement important. En fait, ma fille prend vraiment la mesure que tu es en train de massacrer ta vie. Donc, regarde autour de toi quelles sont les situations où tu ne te fais pas respecter, où visiblement tu n'arrives pas à t'assumer. Prends la mesure et prends les dispositions qui s'imposent. Et au plan du sujet, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans son héritage inconscient parce que dans le rêve, elle a 56 ans ou 58 ans, donc on pourrait dire que c'est sa dot de départ lorsqu'elle arrive au monde. Elle hérite d'un masculin puissamment destructeur. Donc ça veut dire qu'elle-même a de la complaisance avec le fait qu'elle tue ses désirs de femme. Elle a reçu des immenses dons, cette femme. J'ai beaucoup d'affection pour elle. Des dons d'interprétation, des dons littéraires. Et en fait, elle ne les met pas en œuvre. Donc, massacrer sa vie personnelle, c'est aussi l'ouverture à un questionnement personnel pour savoir, en fait, est-ce que je choisis dans ma vie la vie ou est-ce que je choisis la mort? La mort n'étant pas la mort dont on va parler tout à l'heure, mais la mort des désirs profonds, le fait de tout passer sous silence. En fait, dans cette famille, les femmes n'existent pas. Les femmes n'ont pas de pouvoir d'expression. Nous avons des mères qui sont des bonnes mères, qui deviennent des grands-mères, mais la femme en quête de réalisation, eh bien, elle se massacre. Donc, la puissance de l'interpellation du cauchemar, c'est dire, vois, contemple la situation. Si tu as envie de te laisser interpeller par mon enseignement, commence à te mettre en chemin. Mais en fait, dans ce cauchemar, la très belle nouvelle, c'est que le rêve nous dit qu'elle fuit. Donc, elle fuit la maison de la maltraitance, elle fuit. Je ne sais pas, je trouve l'expérience difficile de faire le compte-rendu d'une séance d'analyse. Je ne sais pas comment vous avez reçu, si tout a été clair pour vous, si j'ai été claire vraiment dans ce que je souhaitais vous transmettre. Oui? Oui. Donc, puissance de l'interpellation d'un cauchemar qu'on ne peut pas laisser en l'état, c'est pas possible, de chercher une interprétation qui est juste. Donc, vous voyez bien qu'avec mon exemple du chien, on peut très bien aller chercher dans le dictionnaire des symboles, mais comme nous sommes des êtres divins absolument uniques sur cette terre, l'interprétation de l'un ne collera pas forcément à l'interprétation de l'autre. Voilà. Je ne sais pas quelle heure il est, François. L'heure des questions. Alors, il est l'heure des questions. J'attends impatiemment vos questions. Oui.
Ouais. Ben, en fait, parfois, c'est vrai que moi-même, je me sers par exemple d'un dictionnaire des symboles, parce que parfois, on a des rêves qu'on ne sait pas, ou on ne sait pas. Alors c'est sûr que ça peut donner une indication. Mais en fait, comme le rêve, c'est votre guide personnel qui cherche à vous atteindre, qui connaît votre histoire et vos difficultés sur le bout du doigt. Il vous connaît mieux que votre meilleur ami. Il est important pour moi de chercher le vrai sens de ce que ce rêve vient vous dire. Mais bien sûr que le dictionnaire des symboles peut donner une indication. Mais en fait, dans l'interprétation d'un rêve, l'analyste cherche. C'est-à-dire, en fait, elle fait des propositions d'interprétation. Parfois, c'est pas juste. Et on sait que l'interprétation est juste parce qu'il se passe quelque chose corporellement. Quand l'interprétation est délivrée, le corps, effectivement, signifie, il y a une émotion, il y a quelque chose. Et la personne qui reçoit l'interprétation dit « oui, c'est juste ». Alors souvent on dit « qu'est-ce que je dois faire ?» Aujourd'hui, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce que je dois faire? Rien. Le rêve, il fait sa fonction tout seul. Et en tout cas, chez cette personne, il a commencé à mettre en chemin et commencer à faire transformer des attitudes. Oui. J'ai juste une autre question. Oui. En fait, du coup, quand ça se transforme, normalement, on n'a plus ce rêve qui revient, si c'est OK. Il ne vient plus nous... Vous ennuyez? Oui. Oui. En fait, comme dans l'histoire de Colline, où ça persiste, hein, c'est-à-dire c'est toujours le même cauchemar, c'est qu'il y a quelque chose effectivement qui a besoin d'être entendu. Donc dans la mesure où ça a été entendu, ben, effectivement, on va passer à autre chose. Oui. Oui. Oui, donc il faut que se répète. C'est pas une fois, on va l'arrêter pour la deuxième fois, on va nous dire qu'il faut que ça quelque chose qui revienne. Pas forcément. Ça veut dire. On va rêver ça. Je prends votre exemple. Oui. Une seule fois. C'est-à-dire que, comment dire, aujourd'hui, l'offre thérapeutique, elle est vaste. Je ne sais pas si vous êtes allé dans les salons du bien-être. Je me suis dit, moi, aujourd'hui, que si j'avais à choisir quelqu'un, je ne saurais pas du tout ce que je choisirais, tellement l'offre est vaste. Dans la proposition, dans le partage que je fais avec vous, j'ai décidé, comme accompagnante thérapeutique, de me mettre au service du rêve. Donc, en clair, ça veut dire quoi? Imaginons que vous ayez simplement reçu un rêve et que vous ayez envie de comprendre ce qu'il cherche à vous dire. On va effectivement faire un questionnement, je vais vous donner l'interprétation. Mais la beauté de cet accompagnement, la beauté, c'est que c'est un accompagnement psycho-spirituel. Je m'explique. Psycho, parce qu'effectivement, nous allons aller regarder les blessures générationnelles. D'accord? Que qui c'est qui va, par exemple, quand je prends mon témoignage du suicide et que j'élargis en disant, c'était très intéressant parce que quand j'ai quitté cette conférence, j'ai rencontré une jeune femme turque absolument lumineuse, je lui dis à quel point je suis touchée par son rayonnement. Elle me dit, détrompez-vous madame, j'ai des envies de suicide, j'ai déjà 3 personnes dans ma famille qui se sont suicidées. Si je m'appuie sur cet exemple, à la lumière de Jung, et qu'on élargit le point de vue, c'est-à-dire qu'on va repérer l'archétype dominant dont ils héritent, l'archétype du suicide. Imaginons que dans votre rêve, le rêve, si effectivement la blessure
générationnelle et celle-ci, elle apparaîtra dans le rêve. Qui c'est qui va se charger de mener le combat spirituel pour guérir les archétypes en souffrance? C'est le soi. Donc ça veut dire qu'il y a tout un chemin qui va s'ouvrir, que l'analyste ne connaît absolument pas. Mais l'analyste porte en elle-même cette confiance, cette certitude éprouvée que le soi va conduire le processus de guérison pour la personne. Est-ce que je me fais comprendre? Donc c'est une approche assez nouvelle. On est peu, on a aujourd'hui l'habitude de se tourner toujours à l'extérieur pour aller chercher de l'aide. Mais en fait, le but de mon partage aujourd'hui, c'est de dire qu'il existe un processus intérieur que personne ne connaît, qui est conduit par le soi et qui vise la guérison des blessures générationnelles. Et dans un premier temps, c'est le travail que conduit le soi, et dans un second temps, va le pousser à s'accomplir. Je le dis avec amour. Donc, c'est vrai que si par exemple vous êtes bien dans votre vie et vous recevez un rêve, si vous ne ressentez pas le besoin de le travailler, ben, ne le travaillez pas. Mais en fait, il faut peut-être sentir son élan, peut-être voir si effectivement, qu'est-ce que votre maître intérieur, en fait, aurait envie de vous dire, à vous, spécifiquement. Donc là, on ne parle plus des maîtres extérieurs, hein. C'est la rencontre du maître intérieur. Oui, voilà. Je vais être sincère, je ne sais pas répondre. Souvent, j'ai discuté avec, par exemple, des psychanalystes qui travaillent avec des rêves éveillés. En fait, le rêve éveillé, c'est quand même moi qui dirige le rêve. Alors que... Oui. Alors pour vous, qu'est-ce que ça veut dire pour vous un songe? Tellement vrai ce qu'on vit pendant cette période qui fait partie du rêve, mais qui est une période où le corps s'extériorise complètement pendant la nuit, où on le vit réellement. Par exemple, vous pourriez me donner un exemple? C'est comme si vous étiez téléporté dans l'action du rêve. Vous sortez de votre rêve? Non, j'y rentre. Ah, vous y rentrez physiquement? Ah, ok. Je suis navrée, je ne sais pas répondre, madame. Ah, oui, dans ce domaine-là, je ne saurais pas répondre. Je ne voudrais pas vous donner une réponse que je ne connais pas. Désolée. Ouais. Oui. En fait, c'est drôle que le thème soit le rêve aujourd'hui parce que en fait, c'est un partage que j'ai envie de faire. C'est un truc un peu bizarre parce qu'en fait, ça m'est arrivé éveillé, mais en fait, je venais de me réveiller à 4 heures du matin. Et en fait, il y a eu, je percevais un dialogue entre un homme et une femme, un couple. Mais en fait, ce n'était pas des voix que j'entendais, c'était un peu comme quand on pense, par exemple, je dis je m'appelle ça, je peux me le dire en pensée. Mais en fait, je voyais un homme, mais alors très très flou, comme quand on essaie de se rappeler de quelqu'un d'il y a 30 ans en arrière. Et je percevais qu'en fait, cet homme, c'était un manager d'une grosse société, et en fait, il avait une dépression. Et sa femme, elle avait beaucoup de sagesse, mais en fait, ce qu'elle a dit, je le savais. Mais elle le disait avec une telle précision, alors lui, elle lui dit qu'en fait, comme il a sa dépression, eh ben, en fait, son univers de l'ego, je maîtrise tout ça, a commencé à s'effondrer. Et puis, en fait, comme il n'avait pas encore découvert autre chose, ben, il souffrait. Et puis, elle lui disait des choses que je savais bien mieux que ce que je le dis, qu'en fait, l'ego, par rapport à tout le reste des personnes, ils sont petits. Alors, il dit, un homme dit « je suis très fort » ou la femme dit « je suis très sexy ». Et puis, elle lui disait que
si tout d'un coup il arrivait à s'affranchir de l'ego, eh ben, il n'aurait plus peur des autres parce qu'il serait en lien, il serait dans la même énergie. Tout ça, je le savais à un moment aussi. Elle a dit, parce que lui, il disait, j'ai envie de pleurer, mais avec un sourire crispé. Alors elle a dit, tu n'as pas encore complètement lâché parce qu'en fait, tu dis quelque chose une souffrance, mais en fait, tu le dis presque avec le sourire. Elle disait, si tu me dis, on t'arrache le bras, tu le dirais tout le temps avec le sourire. Et en fait, je me suis demandé si c'était un enseignement ou si le monsieur, c'était moi avant, c'est-à-dire qui était un bon petit soldat constitutionnel, mais en fait, ça ne se passait pas quand je dormais. Quoi, voilà, je partage ça comme ça. Je n'ai pas forcément besoin de réponse, moi j'aime bien le mystère. En fait, ce que je ne vous ai pas dit au début, c'est que tout ce qui apparaît dans le rêve et le cauchemar appartient au rêveur ou à la rêveuse. Par exemple, dans l'exemple que je vous ai donné, c'est très confrontant pour la rêveuse de regarder que son masculin, d'accord, son énergie masculine est meurtrière. C'est extrêmement confrontant. En fait, dans ce type d'accompagnement, on va rejoindre, on va dire, d'autres accompagnements. Je ne sais pas si ça vous parle ou pas du tout, mais aujourd'hui, on parle beaucoup, on va dire, d'individus qui sont complets, c'est-à-dire une femme a épousé son masculin intérieur et un homme a épousé sa part féminine intérieure. Donc là, dans le cauchemar que j'ai partagé avec vous, si vous aviez reçu ce cauchemar et que vous auriez découvert que votre énergie masculine était meurtrière, franchement. Donc, pour revenir à ça, qu'est-ce que va faire le soi dans l'accompagnement pour cette rêveuse? D'ailleurs, nous l'avons vérifié. Ça veut dire en fait que nous devons, dans ce type d'accompagnement, toujours revenir au point de départ de notre naissance. Et le combat que va mener le soi, c'est de guérir la figure d'Hitler. Et cette personne qui a suivi son accompagnement à partir des rêves, 3 années plus tard, a vu apparaître des figures masculines extrêmement positives, soutenantes, aimant la femme. Vous fait comprendre? Mais le point de départ dans ce type d'accompagnement, c'est de toujours revenir au commencement pour transformer ce commencement. Dans l'exemple, par exemple, du suicide, ça veut dire que le combat que va mener le soi, il va transformer cet archétype du suicide. Et Serge, je n'ai pas de réponse, mais peut-être tu l'as dit toi-même. Ça veut dire si, parce que en fait, c'est quoi la difficulté? Aujourd'hui, comme on vit dans le monde de la maîtrise, on veut tout diriger. Tout diriger. Avec la mode du coaching, je n'ai rien contre les coachs, mais je veux aller maintenant dans tel objectif. Maintenant, je veux atteindre tel objectif. Pourquoi le soi nous atteint-il la nuit? Parce qu'enfin, on lui fout la paix. Le moi, il a lâché le contrôle. Et en fait, le soi essaye de nous atteindre. Donc, dans ton rêve, Serge, je ne sais pas si c'est un rêve que tu as reçu, ou si c'est un rêve éveillé. Vraiment, voilà, je fais attention à ça. Je ne peux pas répondre, mais peut-être toi-même, dans tout ce que tu as dit, puisque tout ce qui arrive comme image, si vous avez, par exemple, la figure de votre père ou de votre mère, c'est qu'est-ce que votre père évoque pour vous? Qu'est-ce que votre mère évoque pour vous? Sachant que ce que vous allez dire vit en vous. Ça parle de vous. Oui. Moi, j'ai une question. Bonjour. Vous parlez de la signification des rêves. Oui. Alors, quand vous parlez de le rêve que vous êtes en train de Oui. poser, c'est la personne, elle vit quelque chose. Moi, je voulais savoir si on pouvait interpréter de la même façon. Quand j'étais petite,
je faisais un rêve régulièrement, c'était toujours le même, c'est un cauchemar. Je ne le fais plus depuis très longtemps, parce qu'il est parti de lui-même. Mais dans ce cauchemar, réellement, en fait, je m'entortillais, donc je me faisais mal à moi-même. Je m'entortillais les cheveux avec mon doigt, petit à petit, et en fait, je finissais par m'arracher les cheveux. Et je voulais savoir si, à partir du moment où on se fait du mal à nous-mêmes, est-ce que c'est la même signification, enfin, est-ce qu'il y a aussi une signification par rapport à un rêve qu'on vit finalement, on le vit. Ça, on se fait pas mal à nous, enfin, ça nous dérange, mais on le vit en fait. Dans ce rêve-là, moi, je me faisais mal à moi-même, vraiment. Mais peut-être que si on interrogeait l'histoire familiale, on pourrait peut-être remonter et savoir, on va dire, comment les personnes étaient respectées. Est-ce qu'il y avait des gens qui se faisaient du mal à eux-mêmes? Je ne sais pas. Souvent, je le dis maintenant, j'ai envie de dire, ni Joséphine Ange Gardien, ni la fée Clochette. Souvent, on dit, dis donc Anne-Marie, l'autre jour, j'étais au restaurant, par exemple, toi, François, une bonne copine qui a reçu des rêves, mais juste magnifiques à tomber. Et moi, je suis malheureuse quand je vois finalement qu'il y a des choses qu'il faut aller regarder, puis qu'elle les met sur le côté ici. Et puis, elle va aux toilettes, elle me dit, dis donc, tu peux regarder mes rêves, là, pour savoir ce que ça veut dire. Ni Joséphine Ange Gardien, ni la fée Clochette. En fait, ce serait être pas du tout professionnel vis-à-vis de vous répondre sur l'interprétation. Toujours le questionnement, toujours parce que vous pouvez... Ce que je voulais savoir, c'est entre le fait de vivre quelque chose et de se faire quelque chose à soi-même, dans le rêve. C'est-à-dire que là, ça touchait que ma personne. Je me faisais mal à moi. Oui. Je ne rêvais pas de quelque chose qui pouvait me faire mal. Oui. Il fallait que je fuis. Là, c'était quelque chose que je me faisais moi-même. Donc, vous mutiliez? Oui, en gros, c'était ça, oui. Oui. Donc, je voulais savoir si on pouvait interpréter ce genre de rêve comme un rêve que vous êtes en train de Mais bien évidemment. Okay. Ça veut dire que si vous aviez été en cabinet, par exemple, avec ce cauchemar, eh bien, l'analyste aurait questionné le symbole pour demander déjà pour vous qu'est-ce que symbolise l'automutilation. Et bien évidemment... J'étais vraiment très petite. Oui. Le rêve, je m'en souviens parce que ça me revient, parce qu'on discute de rêve aujourd'hui. Oui. Donc ça me revient. Oui. Mais j'étais vraiment très petite. C'est un rêve qui est parti ouais. avec les années. Mais j'étais petite, vraiment petite, quand je faisais ce genre de rêve. Alors que finalement, dans mon cercle familial, à ce moment-là, j'étais bien. Oui, mais enfin, ça veut dire... Je me sentais bien, je pense. Oui, mais vous avez vu dans mon histoire de Colline, comment l'histoire possède. Donc ça veut dire que certainement, puisqu'on travaille avec l'héritage inconscient, peut-être effectivement qu'on devrait explorer toute une partie de votre arbre où visiblement l'automutilation, d'accord, aurait peut-être existé, je n'en sais rien. Hein? Mais on peut interpréter. Oui, absolument. Et c'est une belle interpellation. Je suis ravie de toutes vos questions. Vraiment, merci. Vous me comblez. Oui? Alors, tout à l'heure, j'ai eu en fait la question, je ne sais pas répondre. Je n'ai aucune compétence pour répondre. J'ai pas assez d'expérience. Si j'avais mon responsable de formation, qui est donc le fondateur de l'école du rêve et des profondeurs, lui pourrait vous répondre. Moi, je vais vous induire en erreur, je n'ai pas de point de vue. Je n'en sais rien. Peut-être que dans 10 ans, je pourrais vous répondre, mais pour l'instant, non. Merci. Oui. Bonjour. Oui. Le rêve est différent à chaque fois. Oui. La personne est la même. C'est ça le symbole, c'est la personne. C'est pas forcément, quand j'ai pris mon exemple de table de chien, le symbole, c'est aussi la personne. Le symbole d'Hitler, c'est un symbole. Donc, votre personne dans votre rêve, c'est un symbole. Donc, ça veut dire que si vous aviez envie d'en comprendre le sens, l'analyste va vous questionner pour savoir ce qu'évoque pour vous cette personne. Puis, on va creuser. Je vous vois sourire. Oui.
Oui. J'ai vraiment l'impression de le vivre réellement. Mhm. C'est-à-dire quand je me réveille, pourtant je me supporte. En fait, quand je me réveille, c'est là que je réalise qu'en fait, j'ai rêvé. Oui. Parce que j'ai vraiment l'impression de le vivre. Oui, oui. Mais c'est Jung qui explique que la fonction du rêve est juste magnifique. Parce que dans le rêve, nous avons toutes les sensations corporelles. On peut, comment dire, se sentir totalement pris par un rêve ou un cauchemar. C'est normal. Oui. Quand j'aurais compris la signification de ce que représente la personne pour moi, j'aurais compris la signification de Pas forcément, parce que ça veut dire, j'insiste, c'est pas pour vendre des prestations d'analyse de rêve, c'est juste pour être professionnel. Vous, toute seule, ça peut être très difficile de comprendre le sens. J'explique pourquoi. Notre moi, il tourne en boucle tout le temps sur les mêmes histoires. On a chacun notre CD, ça tourne. Et la fonction du rêve, c'est d'amener quelque chose de nouveau, une interpellation. Et souvent, nous, on n'est pas capable d'aller chercher l'interpellation, le point de vue nouveau que le rêve cherche à nous donner. Alors, j'ai des personnes qui me disent, je rencontrais il y a 3 semaines, comment dire, une personne qui me dit, moi j'ai reçu 450 rêves, je les ai travaillés avec un psy sur Genève, et j'ai dit comment il travaillait, il me disait ce que les rêves, ça voulait me dire, j'ai dit, mais en fait il te questionnait ou pas du tout? Pas du tout. Et elle me dit maintenant, voilà, je les comprends moi-même. Tant mieux. Personnellement, il y a une part de moi qui est très sceptique. Toujours pour la même raison, on tourne en boucle, toujours sur les mêmes choses. Vous comme moi. Et le rêve, il est là pour nous amener du neuf, de l'espérance, de l'amour. Donc, au début, tout seul, on ne peut pas interpréter ses propres rêves. Je n'y crois pas. Je m'appuie sur ma formation qui a duré plus de 4 ans et dans tous les rêves que nous avons travaillés ensemble, au début, on n'y comprend que dalle et en fait, il est nécessaire de conduire un questionnement en profondeur pour aller chercher le fruit de l'interprétation. Suis-je claire? Bien. Ah, vous êtes un magnifique public. Merci François, merci la source d'espérance. Vous me comblez. J'ai une copine qui m'a dit attention, ne sois pas trop excentrique, tu vas leur faire peur. Donc j'ai été sage jusqu'à présent. Même pas peur. Allez-y, madame. Ah, je ne sais pas qui. Pardon, ouais. Mais du coup, si je comprends bien, aucun dictionnaire de rêve est vrai, dans le sens où c'est personnel à chaque fois, donc il n'y a pas de symbole. C'est-à-dire que si vous n'avez pas envie de faire interpréter, vous pouvez vous rapprocher d'un dictionnaire qui va vous donner une généralité. Par exemple, si vous avez un chien, vous allez aller voir dans le dictionnaire du symbole et peut-être que ça va vous suffire parce que peut-être que vous allez pouvoir faire des liens. Mais dans notre approche, nous allons dans la profondeur. Dans la profondeur, pourquoi? Ça, c'est difficile à expliquer. Comme c'est le soi qui guérit les archétypes en souffrance. Est-ce que je me fais comprendre quand je dis ça? Par exemple, j'ai parlé de l'archétype du suicide qui traverse l'inconscient générationnel et l'inconscient de la personne. Mais il y a plein d'autres archétypes, par exemple. Donc, comment dire, pour aller chercher le vrai sens de votre rêve, l'interpellation qu'il cherche à vous donner, on va dire, si vous vous sentez interpellé, si l'interprétation que vous en avez fait vous-même vous convient, pourquoi pas? J'ai envie de dire pourquoi pas. Mais je reviens toujours avec cette idée que notre moi, il tourne en boucle et que le rêve, il est là pour nous amener du neuf, quelque chose de nouveau, quelque chose qui veut nous guérir du tragique, quelque chose qui doit nous mettre en joie.
et en vie. Oui. Aïe, aïe. Oh, ça va être la classe. Non? Ah bon, allons-y. Allez. À qui? Moi, je voulais juste demander, il y a des personnes qui ne rêvent pas. Alors, je sais, les personnes rêvent toutes, Ouais. mais celles qui ne se souviennent pas de leur rêve. Ouais. Alors, donc, elles n'ont jamais affaire à leur vrai soi. Là, est-ce que le travail se fait quand même? Ça fout les choix quand même, non? Non, mais là, c'est une vraie question. Non, c'est une vraie question parce que la vie, je veux dire, il y a ceux qui sont touchés par la grâce des rêves, mais chaque être humain évolue aussi, on va dire. Le soi, c'est la dimension transcendante, et la dimension transcendante, on la trouve partout, donc il y a d'autres chemins d'évolution. Hein? Mais ça veut dire aussi, moi je ne me sens pas encore capable de le faire, mais si je m'appuie sur mes formateurs, eh bien ça veut dire qu'eux travaillent à partir des synchronicités. Exemple, c'est Pierre Trigano qui disait, reçoit sa rêveuse qui lui dit « j'ai pas de rêve ». Pierre lui dit « c'est pas grave, on va faire autrement ». Et en fait, il lui dit, est-ce que, parce qu'il la tutoie, est-ce que tu as un événement qui t'a posé problème dernièrement? Et elle lui dit oui, impossible de me parquer, il y a une espèce de trou du cul qui m'a barré la route, d'accord? Masculin tout puissant toujours. Et puis, je suis arrivée en retard. Les hommes ont changé, mais quand même... Hein? Il y a les nouveaux hommes, mais il y a aussi les autres qui existent encore. Désolée, messieurs, parce que je vous aime beaucoup. Mais vous avez une grosse histoire quand même. Hein? Donc j'ai répondu, donc Pierre l'a dit, travaillons à partir de la synchronicité. Donc il a questionné l'événement comme on questionne un rêve. Et finalement, il lui a proposé une interprétation de sa synchronicité, et puis les rêves ont commencé à venir. Et je ne serais pas surprise, mesdames et messieurs, que ce soir, certaines ou certains d'entre vous receviez des rêves. J'ai répondu à la question, oui. Hein? Donc, il y a plein de voies d'évolution. Hein? Il y a celle-ci. Il y a des gens qui ne seront jamais touchés par les rêves, jamais, jamais, mais qui vont quand même évoluer. Hein? Heureusement. Voilà. Qui? Là? Oui. Alors, j'ai une question aussi. Vous parliez de symboles, mais moi, c'est tout autre chose. Quand j'ai un décès dans mon entourage, souvent, je rêve de la personne 2-3 semaines après l'enterrement. Est-ce que c'est un pas vers le deuil? Est-ce que je le considère comme un pas vers le deuil, vers l'acceptation du décès? Comment je dois l'interpréter? Ouais. Ben, merci aussi pour votre confiance, mais là c'est pareil, c'est ni Joséphine Ange Gardien, ni la Fée Clochette. Je ne peux pas répondre, on va dire, à quelque chose qui est aussi précieux. Ça demande effectivement de vous questionner pour savoir ce que représente cette personne pour vous. Hein? Est-ce que cette personne... Vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire? Oui, je vois que... De quelle manière je pourrais vous aider là? D'accord. Une autre question au fond? Oui. Oui. Je voulais savoir si dans un rêve, on pouvait transposer notre personnalité sur quelqu'un d'autre pour comprendre ce qu'on a à comprendre finalement. Un exemple? J'ai fait un rêve il n'y a pas très longtemps où c'est une de mes filles qui subissait quelque chose de grave. Est-ce que ça se peut que cette fille, finalement, ça soit moi et que moi, ça corresponde à ma mère, par exemple? Ben déjà, ça veut dire que si on questionnait votre rêve, votre fille symbolise en tout cas la féminité, en tout cas, ou la petite fille, peu importe. Et là, comme je disais, toutes les images du rêve appartiennent à la rêveuse, en l'occurrence. Donc il s'agit de votre petite fille intérieure.
Mais on ne peut pas en rester là, hein. Oui. Mais on va Ça dire, correspondait à une transposition d'une certaine manière. pas une transposition, c'est-à-dire le soi se sert des figures que vous connaissez parfaitement. Il va utiliser des symboles que vous connaissez pour vous ramener à votre propre histoire. Donc là aussi, on pourrait peut-être aussi, mais ça mériterait de le questionner vraiment, de le travailler sous forme de l'objet ou du sujet, c'est-à-dire, on se pose toujours la question quand on interprète un rêve. Est-ce que ça concerne mon entourage, en l'occurrence votre fille, ou est-ce que l'interprétation, le sens, vous concerne vous spécifiquement? Donc là, pour l'instant, on reste à l'étage du haut. Il faut plonger dans la profondeur. J'ai répondu à la question? Oui, merci beaucoup. Merci. Et encore? Oui. J'ai fait effectivement un rêve. Par contre, je me suis retrouvée dans l'impuissance totale. Je ne pouvais rien faire dans ce rêve. Qu'est-ce que ça peut deviner? Je ne sais pas, je me pose encore la question. Eh bien, sans conduire l'interprétation, si vous veniez en interprétation, c'est l'analyse à vous questionner pour savoir ce que symbolise l'impuissance. Vous vous êtes retrouvé impuissant, c'est ça? Impuissante dans ce rêve, oui. Oui. Donc, qu'est-ce que symbolise pour vous l'impuissance? Et dans quel domaine de votre vie vous vous sentez impuissante? On aurait questionné. Est-ce que ça fait sens pour vous? Oui. Oui. Donc, ça veut dire que si vous reprenez votre rêve, je reprends toujours, parce que j'entends, j'ai fait un rêve, vous avez reçu un rêve où le soi vient vous montrer quelque chose. Donc, il vient vous montrer que dans un domaine de votre vie, vous vous sentez impuissante. Et peut-être qu'il faut aller un petit peu plus loin pour savoir dans quel domaine. Et puis, comment l'impuissance parle dans la famille, dans votre éducation personnelle. J'ai répondu? Oui, à quelque part, oui. Bon, oui, voilà. Mais je ne peux pas faire encore une fois l'interprétation. Voilà. Ça n'est pas possible, ça ne serait pas sérieux. Non, oui. Voilà. C'était le fait de se sentir impuissante dans ce rêve. Donc, je me pose question et il faut savoir s'il peut y avoir une réponse à un moment donné. C'est vous qui allez trouver la réponse, parce que si vous vous servez de votre enseignement de rêve, peut-être pouvez-vous vous poser la question pour savoir dans quel domaine de votre vie vous vous sentez impuissante. Est-ce que ça vous parle? Oui, mais est-ce que vraiment, après, à ce moment-là, est-ce qu'on veut vraiment être confronté à la réalité? Ça, c'est une question totalement personnelle. Voilà, là, je ne peux pas répondre. Mais en fait, comme je pense que, enfin, c'est ma conviction personnelle, et puis chacun peut-être pense autrement. Après, c'est toute la question du sens de votre vie. Quel sens voulez-vous donner à votre vie? Est-ce que vous avez envie d'en rester là, ou est-ce que vous avez envie de vous accomplir davantage? Il n'y a que vous qui pouvez répondre à cette question si personnelle. C'est bon? Oui, à quelque part, oui. Je veux dire, on a envie de savoir, mais on a une peur qui nous retient quelque part. De découvrir la réalité. Oui, mais je pense que parfois, on se fait une idée magistrale des peurs, alors qu'en fait, je ne sais pas ce que je dois répondre. Je veux simplement me placer dans la posture de l'interprète. Ça veut dire en fait que pour les personnes qui acceptent ce type d'accompagnement, la merveille du soi, je le redis, je le proclame, c'est que par rapport à un accompagnement, par exemple, classique, où quelqu'un voudrait aller visiter ses peurs. Dans le domaine de la thérapie, il y a des gens sérieux, puis il y a des gens qui ne le sont pas du tout. Il y a des gens qui font du bon boulot, puis d'autres qui ne font pas du tout du bon boulot.
Et la merveille de cet accompagnement avec le soi, c'est-à-dire que comme nous allons dans la profondeur et que nous allons aller lever des histoires d'inceste, des histoires de viol, je ne vous apprends rien par rapport à tout ce qu'on entend. Le soi, il va mener ce combat. L'amour que le soi éprouve pour nous, c'est que il va nous envoyer des rêves confrontants au moment où notre moi sera capable de regarder la réalité. Parfois, il y a des abus thérapeutiques avec des thérapeutes qui insinuent, je ne dis pas que le viol n'a pas existé, mais en tout cas qui font germer éventuellement dans des situations des choses qui n'ont pas existé. C'est pour ça que j'ai choisi cette vocation-là et que je me suis dit que si moi aussi, dans l'accompagnement avec les personnes, je me laisse conduire par le soi, l'ayant expérimenté sur moi, il produira les rêves ou les images confrontantes au moment où le moi de la personne sera capable de le recevoir. Est-ce que je me fais comprendre? C'est-à-dire que s'il y a eu un viol, un inceste, ce n'est pas l'image du début qui va arriver. Il y aura une entrée en relation d'amour d'une manière extrêmement tendre et douce, et au moment où le soi, qui nous connaît parfaitement bien, va avoir envie de nous ramener à notre histoire, qui à notre insu nous pourrit la vie, nous recevrons le rêve en question. C'est cette confiance, vraiment. Oui. Dernière. Oui. Alors voilà, vous dites qu'en fait, les rêves, c'est pour nous permettre d'avoir des messages de notre soi supérieur pour aller mieux. Et dans mon cas, je me demande où c'était pour aller mieux pendant 26 ans et j'ai fait des cauchemars récurrents où toutes les nuits, je me faisais tuer. Les 13 premières années, c'était dans des grottes par des crocodiles et après, c'était Anthony Hopkins. Bref, ceci dit, un jour, j'ai pris conscience que ces cauchemars étaient liés au fait qu'on était deux dans le ventre et que ma première relation avec la vie, ça avait été la mort parce que donc, ma maman avait perdu mon jumeau. Cette prise de conscience étant faite, je ne fais plus de cauchemars. Depuis, c'est 26 ans. Mais au final, cette prise de conscience, elle m'a juste servi à plus avoir de cauchemars. Oui. En soi, je veux dire, elle m'a juste servi à ne plus avoir de cauchemars. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que le fait d'apprendre que vous étiez deux dans le ventre. Ça, je le savais quand j'étais deux. Mais le fait de prendre conscience que mes cauchemars étaient dus au fait que ma première relation avec la vie avait été la mort, là, c'est parti. Oui, parce que vous avez fait cette prise de conscience. Parce qu'il y avait les cauchemars qui m'embêtaient. Ah oui, d'accord. Et du coup, pendant 26 ans, alors là, c'était pareil, pendant ces 26 ans, toutes les nuits, le soir de mon anniversaire, nommé Pierre, toujours la même tête, mais que je ne connais pas en réalité, venait m'apporter un cadeau d'anniversaire que j'arrivais jamais à ouvrir. Et ça, c'est pareil, ça s'est arrêté quand j'ai pris conscience de. Donc là, je ne vois pas. Mais en quoi, par exemple, oui, mais j'entends parfaitement ce que vous dites. En quoi vous sert cette prise de conscience aujourd'hui de savoir que vous aviez un frère jumeau? En fait, moi, je l'ai toujours su depuis que je suis petite. C'est qu'il y a 26 ans, je ne sais pas, il a fallu que je prenne conscience que ma première relation avec la vie, c'était la mort, et c'est pour ça que je me suis tuée. Ok. Et ça change quelque chose pour votre vie? Pas du tout, c'est pour ça. Mais voilà, tant mieux. Oui, c'était pour ça les questions. Oui. Ouais. Mais c'est quand même intéressant de voir que dès l'instant où vous avez fait cette prise de conscience, il n'y a plus de cauchemar. Donc il y avait quand même quelque chose qui cherchait à se dire. Oui, et puis il faut savoir que c'était 95% de ces cauchemars étaient des cauchemars où je savais que j'étais dans un cauchemar et que j'essayais d'en sortir. J'étais consciente de ça. Ok, bref. On va arrêter. C'est la dernière. C'est la dernière. Mais
Merci beaucoup, On Anne-Marie. pourra la poser, on pourra, si vous avez d'autres questions. Je suis très très touchée vraiment par votre intérêt. Franchement, vous m'avez rendue joyeuse, bien nourrie. J'espère avoir été claire. Confirmez-moi que ça a été clair. Oui, que je puisse poursuivre. Et franchement, je vous remercie de tout cœur. Merci.